vous laisser comme tout à l'heure à chacun le soin de vous présenter. Après, on enchaînera sur des questions qu'ils n'ont pas vues puisque je les ai préparées cette nuit, donc soyez indulgents aussi. Erwan, on n'a qu'à commencer comme ça et faire le tour. Bonjour, donc moi je suis le PDG de TSI Payment, une fintech qui a été créée en 2003, donc assez ancienne, mais qui par contre a pris un vrai virage fin 2016 avec mon arrivée où on devait en effet avoir, on avait de belles perspectives de croissance. Donc TSI fait quoi? On répond à 3 problématiques principales pour les grands retailers, enfin le retail en général, se faire payer efficacement, donc sur les moyens de paiement habituels. Deuxième point, mieux engager pour les retailers les clients. Donc là, on parle de programmes de fidélité. Et enfin, le développement que le retail essaye de faire sous forme de marketplace, par rapport justement au développement des marketplaces. Donc paiement, une particularité par contre, et qui va tout à fait dans le sujet d'aujourd'hui, on facilite en effet le paiement espèces sur Internet. Donc on aura l'occasion d'en parler, d'en discuter avec les personnes autour de la table, au même titre que éventuellement, évidemment, le paiement carte et puis d'autres moyens de paiement alternatifs. Sur la partie programme de fidélité, là on est sur des éléments de wallet digital, et là aussi un certain nombre d'acteurs en effet jouent sur ce sujet. Et là on est vraiment sur du cashless. Donc TSI réconcilie, j'ai envie de dire, un peu cette notion de cette population qui est encore en espèces et cette population très digitale liée au wallet. Voilà. Donc on se développe dans le retail aujourd'hui de façon assez importante et dynamique. Merci. Merci. Alexandre Stervinou pour la Banque de France, en charge d'un service qui s'occupe de la surveillance des moyens de paiement scripturaux. Alors peut-être à ce titre, il y a 2 instances que l'on pilote sur la place, où certains d'entre vous, ici d'ailleurs, sont des membres émérites, j'imagine peut-être dans l'assistance aussi, peut-être, qui sont d'un côté le Comité national des paiements scripturaux, qui réunit l'offre et la demande sur des enjeux notamment stratégiques de développement de moyens de paiement modernes, innovants, pour reprendre des termes d'un petit peu à la mode. Et puis un observatoire sur la sécurité des moyens de paiement qui a une existence un peu plus ancienne, puisqu'il s'occupait des cartes pendant une quinzaine d'années, et depuis maintenant 2 ans, il regarde tout ce qui est fraude et tendances technologiques en matière de sécurité sur l'ensemble donc des paiements scripturaux. C'est le virement, c'est le prélèvement, c'est évidemment la carte, toujours, mais aussi quelque chose comme le chèque, dont j'ai entendu parler à la table ronde précédente et peut-être sur laquelle on reviendra. Voilà, merci. Bonjour, je suis Oussam Assadi, CEO de Déjà Mobile. Déjà Mobile propose des solutions en marque blanche pour digitaliser les parcours de paiement. Donc, nos clients sont essentiellement des émetteurs de moyens de paiement et nos solutions permettent d'intégrer dans des wallets de façon simple et sécurisée des services de paiement dans différents contextes. Je pense que j'y reviendrai. Mais on propose également des solutions dans le domaine du transport, par exemple, où il s'agit plutôt de digitaliser les parcours d'achat et de validation de titres de transport. Et donc, on retrouve aussi une dimension, on va dire, cashless ou dématérialisation dans ce contexte-là également. Bonjour, je suis Cyril Chiche, le cofondateur et président de Lydia. Pour ceux qui ne connaissent pas Lydia, c'est un système de paiement mobile qui a maintenant 5 ans, exactement aujourd'hui, puisque c'était le 3 juillet 2013, qui compte un peu plus d'1 million d'utilisateurs en France, avec comme vision d'être une seule et unique interface pour toutes les transactions du quotidien, quelles que soient là où les banques que vous avez, et pas du tout comme une volonté d'être une néobanque en concurrence avec les banques, mais comme une interface qui permet d'amener fluidité, sécurité et unité à l'ensemble de vos consultations et transactions du quotidien. Et j'étais pas en vacances, c'est juste que comme on est une start-up, on n'a pas la clim au bureau. Merci Laurent. Non mais ça m'a fait penser hier à un si collègue... vous êtes jaloux, vous pouvez aussi vous déshabiller un peu. Hein, c'est pas... Non, mais j'ai un collègue assez récent dans la société, on n'a pas la clim non plus, qui est venu me voir, qui m'a demandé l'autorisation de venir en short. Je lui ai dit, oui, on peut, bien sûr. Sur maillot, si tu veux, mais bon, il va faire un peu... Donc bonjour, Marc Favero, donc j'ai 2 fonctions. J'ai une fonction au sein de Brinks France Group. Donc Brinks, transport de fonds, les transporteurs de fonds armés, les cow-boys. Donc ça, c'est où je suis responsable de l'innovation et principalement de l'innovation. Et ma deuxième fonction, qui est liée à la première, c'est le fait que j'ai développé l'établissement de paiement Brinks France Finance, qui pour l'instant ne travaille qu'au sein de Brinks pour des clients de Brinks qui sont toutes les banques françaises.
Et à ce titre, on est un établissement de paiement très très particulier. On a géré 30 milliards d'euros l'année dernière. On devrait atteindre les 50 milliards cette année. Donc on est sans doute le plus gros établissement de paiement en France ou pas loin, voire en Europe. Mais on est totalement fermé. Ou du moins, on était totalement fermé jusqu'à présent, et on en parlera, mais il y a des projets d'ouverture sur d'autres activités dans le monde du paiement, mais qui défend et qui va utiliser notre ADN, qui est celui du cash. Donc je suis un défenseur du cash. Vous l'aurez deviné. Évidemment, essayer de transporter les informations en camion. Le thème est Cashless Society, évidemment, donc on va y revenir. Mais j'ai vu quelques yeux briller quand il a parlé des milliards de flux. Alors je vous le précise, son business model n'est malheureusement pas un pourcentage des flux transférés. Sinon, effectivement... Not yet. Voilà, on aurait peut-être effectivement une autre discussion. En fait, j'ai presque une seule question pour vous tous, que vous êtes tous des habitués de différents plateaux, les miens comme d'autres, depuis longtemps en fait, pas juste depuis un an ou deux. Ça fait 10 voire 20 ans, suivant où et dans quel cercle, mais qu'on parle de cashless society. Tu as évoqué le chèque il y a 2 minutes, on parlait aussi de diminution du chèque pendant très longtemps. Mais j'ai surtout l'impression que, oui, il y a beaucoup plus de transactions électroniques, mais surtout le volume global de transactions qui augmente. Mais cette diminution du cash, j'avoue, j'ai pas regardé les chiffres avant-hier, mais j'ai pas l'impression, en tout cas, de la vivre au jour le jour. En tout cas, en Europe, globalement, pas forcément, de manière très différente. On va dans les pays du Nord, effectivement, ça nous est arrivé de nous croiser, et on peut payer partout, que ce soit avec sa carte ou même parfois avec des mobiles. On ne peut pas payer en cash. On va en Allemagne, si je sors une carte, je suis presque un danger public, ils veulent que mes billets. Et puis chez nous, on a une réalité bien différente, avec d'ailleurs des néobanques qui, sur cette scène, découvraient qu'il y a des chèques en France. Alors on leur a expliqué que c'était un peu compliqué, c'était historique, tout ça. Donc en fait, j'ai envie de commencer par toi, Alexandre, parce que j'ai cité quand même des mots qui te concernent, chèque, paiement, ça. Est-ce que tu penses que les tendances qu'on a vues dans les pays nordiques, où quasiment ils sont obligés de mettre dans la Constitution, attention, le cash ne va pas disparaître, peut arriver un jour, c'est juste une question de temps, sous nos tropiques, un petit peu plus basse, où il y a aussi des sujets culturels et autres qui font que ce n'est pas forcément ni un objectif, ni une tendance C'est toujours un peu délicat de répondre à ces questions boule de cristal. Je pense que déjà, ça revient finalement au consommateur, à l'utilisateur de décider. Enfin, ça, c'est réellement la position d'ailleurs très officielle que l'on a en tant que banque centrale, en tant que garant de la confiance des usagers dans leurs moyens de paiement au sens large, donc quand l'on parle du cash ou quand l'on parle des autres moyens de paiement, donc du coup scripturaux. Ça, c'est le premier point. Après, sur les tendances, oui, enfin, tu les as résumées. Je pense qu'il y a beaucoup de chiffres aujourd'hui qui montrent que le cash est toujours très utilisé, y compris en France, où on est effectivement probablement un intermédiaire au niveau des habitudes. Il l'est beaucoup plus dans des endroits comme l'Allemagne. Il est beaucoup moins, pour des raisons géographiques et culturelles, effectivement dans les pays nordiques. En parallèle de ça, on a sur les moyens de paiement électroniques, si on n'emploie pas le terme barbare de scriptural et si on écarte le chèque, on a une croissance qui est très forte, que ce soit en France ou en Europe, qui est d'environ 3 à 4% chaque année, qui ne cesse de s'accentuer. On a des innovations, alors peut-être pas tous les jours, mais tous les mois, j'ai l'impression de me répéter, puisqu'il y a 5 ans, je disais exactement la même chose. Et en même temps, on a des disparitions, alors là non plus, peut-être pas tous les jours, tous les mois peut-être, en effet, mais je disais exactement la même chose il y a 5 ans. C'est pas... Oui, exactement. Probablement d'ailleurs ici dans cette enceinte, si je me souviens bien. Donc c'est une réalité et on n'est pas dans une révolution, on est dans une évolution lente, à mon avis, des habitudes. On a une réglementation qui accompagne ces évolutions, ça je crois que c'est très important de le dire. On a très clairement aujourd'hui, je parlais de ces instances que l'on fait tourner en France, il y a des équivalents en Europe. Il y a une réglementation européenne aussi qui est là, qui favorise la dématérialisation au sens large des processus, qui des fois peut-être a des difficultés à être lues et bien comprises par les uns et les autres. Et ça peut être un peu les intersections, je dirais, des volontés politiques qui peuvent malheureusement parfois amener de la complexité là où on aimerait tous de la simplicité. Mais clairement, la réglementation est en train d'aider à ces processus lents d'évolution, notamment des domaines des paiements. Donc, on va assister petit à petit, générationnellement. Il va falloir des années. Il va falloir comprendre qu'il y a une inertie très très forte. Il faut comprendre qu'il y a une inertie très très forte au sein de ce domaine-là et qu'il faut laisser le choix, laisser le temps aux uns et aux autres de s'adapter. Je vais poser la même question à nos camarades, mais vu du banquier central, je sais que vous travaillez beaucoup entre institutions financières, etc. Alors sortons un peu de l'Europe. On parle toujours de l'inertie en Europe.
Néanmoins, va à Shanghai et essaye de payer. On te propose de payer en WeChat directement dans un taxi. Et c'est devenu massif. Et on parle pas de... Effectivement, l'époque, c'est en dizaines de millions. Et puis tout de suite, de toute façon, ils sont déjà en centaines de millions. Qu'est-ce qui pourrait expliquer? Est-ce que c'est uniquement culturel ou est-ce que c'est un accompagnement justement des régulateurs ou autre chose? Cette extrême rapidité dans certaines contrées. Et à dessein, je n'ai pas parlé de l'Afrique où il y avait vraiment un leapfrog vraiment assez différent. Mais là, je parlais de la Chine où il y avait déjà des cartes. UnionPay était déjà très déployé. Enfin, ce n'était pas un sujet. Qu'est-ce qui peut expliquer que là-bas, où il y avait aussi des systèmes cartes, aussi des systèmes assez plus classiques de grandes banques installés, on arrive à avoir ces vitesses de déploiement de nouveaux services, quand chez nous, certes, ils vont vite, on y viendra, je suis très heureux du succès des différentes fintechs qu'on a ici, mais les volumes ne sont pas ceux de WeChat. Donc, à venir. Non, mais je disais la même chose il y a encore 5 ans pour le cas justement de l'Afrique, et je vais me répéter. On a des sauts technologiques qui sont rendus possibles, tout simplement parce qu'il y a des fois des choses qui ne fonctionnent pas très bien dans certaines régions. Je crois que le cas de la Chine est justement, d'un point de vue maturité technologique, pas comparable au cas non seulement français, mais quasiment européen. C'est compliqué en Europe, effectivement, de tisser une tendance générale, mais globalement, et si on regarde la France plus particulièrement, et quelques autres pays quand même voisins, on est dans une maturité technologique qui est assez forte, et également bancaire, qui est assez forte. La bancarisation est, surtout en France, quelque chose d'évident. En Chine, non, la situation n'était absolument pas celle-là. Donc c'est pour ça qu'on a eu une révolution, par contre, technologique, rendue possible par des outils du type WeChat, qui viennent donc d'un usage un peu différent, comme Alipay également, de l'usage d'Alibaba, que l'on ne voit pas nécessairement ici aujourd'hui. Et donc c'est normal, cette barrière-là, il faut quelque part la prendre en compte, et il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée finalement dans toutes ces solutions qui sont produites, et certains le font, et le font très très bien, mettent un peu de temps du coup à acquérir de nouveaux clients, parce que la valeur ajoutée, il faut la trouver. Cyril, Oussem, Erwan, j'ai en fait une question pour vous trois, puis je vais vous laisser un peu réagir chacun à votre tour. Vous participez chacun à votre façon au déploiement et à la transformation digitale de ce monde du cash. Quels sont selon vous les freins principaux au développement en France, en Europe, là où on évolue et là où vos marchés évoluent, pour cette accélération dont on parle, comme tu le disais si bien, régulièrement, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, puis on sera là dans quelques années. J'ai envie de rebondir aussi sur la question précédente, parce que je pense qu'il y a 2 paradigmes en gros de cashless. Je vais commencer par le cas de WeChat, moi ce que j'ai tendance à appeler le paiement intégré. Certains parlent de disappearing payments, mais le paiement intégré, en fait, dans un écosystème et dans un entrelac d'usage et de communication. Parce que WeChat, c'est pas tellement pour moi une révolution technologique, c'est d'abord un écosystème. Dans WeChat, on fait tout, en fait, quelque part. On communique avec ses amis. On achète, on réserve son resto, on paye son resto, on achète son taxi, on peut même prendre un rendez-vous avec un médecin. Donc, et en fait, finalement, le paiement là-dedans, ça devient juste quelque chose d'évident qui est intégré. Ce n'est pas une question ou un usage en soi. Le paiement n'est pas un usage. C'est juste une fonctionnalité supplémentaire dans un écosystème d'usage. Et donc, il est très naturel aujourd'hui, et j'ai vu les chiffres récemment, c'est plus de 86% des Chinois, 86% qui ont déjà payé sur mobile. Ça fait rêver. Donc, et encore une fois, ce n'est pas lié pour moi à une révolution technologique. C'est lié surtout à la construction d'un écosystème où le paiement, de manière naturelle, est venu s'insérer. Alors que nous, on est sur nous, je veux dire en France, ou dans d'autres pays européens, on est dans un paradigme qui est celui de la dématérialisation, ce qui est très différent. Et d'ailleurs, quand on a créé Déjà Mobile en 2012 avec mes associés, c'était ça le slogan. En gros, on est parti du constat, il y a plein d'usages aujourd'hui basés sur des transactions, où il y a des tickets, des cartes, etc., des supports matériels, voire du cash. Et on voit arriver les terminaux personnels qui se généralisent. Le smartphone a réussi à pénétrer le marché de manière très très rapide. C'est la technologie qui s'est déployée le plus vite dans l'histoire de l'humanité. Et donc aujourd'hui, à l'époque, on s'était dit, tiens, on va dématérialiser ces usages, donc que ce soit dans le domaine du paiement, du transport, comme je l'ai dit, etc. Et en réalité, donc on a fait à mon sens, qui est une première génération de services. Puis en gros, on a pris les supports qui existent et des supports de paiement ou de transaction, on les a mis dans des wallets. Et aujourd'hui, on est à une deuxième phase, à mon sens, qui est justement où la Chine a pris une avance, notamment avec le cas de WeChat. On réfléchit à des parcours de consommation ou d'usage et on dit comment le paiement intervient. Donc le parcours dans l'achat, dans les magasins. Là, actuellement, on travaille avec plutôt une banque côté acquisition dans un univers retail pour voir comment un wallet marchand intègre le paiement en réfléchissant d'abord au parcours d'achat et pas d'abord à la dématérialisation du paiement ou même à la chaîne de valeur, même en oubliant ça 2 secondes.
Un autre exemple, on travaille beaucoup, on a une solution aboutie dans le domaine du prépayé, et notamment des cartes cadeaux, où en clair, aujourd'hui, quand vous souhaitez un bon anniversaire à votre neveu à l'autre bout de la France, vous allez lui envoyer un Facebook ou pas un WeChat, bientôt peut-être, mais un WhatsApp. Et ben, la carte cadeau, c'est pareil. Pourquoi aller au bureau de poste, acheter une carte cadeau, l'envoyer par la poste? Vous voyez. Donc en fait, la réflexion, mais ça aboutit à la fin à une solution de dématérialisation de cartes. Donc on fait toujours notre métier. Donc quelque part, pour moi, c'est ça, le changement de paradigme, il est là. Donc le cashless, c'est pas à la limite une question de chèque ou de monnaie qui va se transformer en truc électronique. Donc c'est aussi ça, hein, en partie ça, mais c'est d'abord l'insertion du paiement des transactions dans un écosystème d'usage. Enfin, voilà, c'est en tout cas ce que je retiens de l'exemple de WeChat, qui est pour moi une... Mais les freins chez nous à la mise en place des écosystèmes d'usage. Je prends un autre exemple. J'ai rencontré au Luxembourg, donc, je disais le mois dernier, une start-up chinoise, donc avec son fameux POC à 30 millions de personnes, qui t'explique, qui te montrait les vidéos, voilà, où il rentre dans le magasin, il met son empreinte digitale, tu prends ce que tu veux dans le magasin, tu sors, tu es prélevé chez toi. Nous, on avait des groupes de travail à n'en plus finir depuis 2011-2012, Natural Security et autres, les Muliers, et on est toujours au groupe de travail sur ces sujets biométriques. Sans doute une vision de l'éthique un peu différente aussi entre nos contrées, mais... Oui, pour rebondir un peu là-dessus, parce que j'aime toujours mettre un peu de perspective. Alors, je ne vais pas utiliser les mêmes exemples qu'il y a 5 ans, mais je vais essayer quand même de me renouveler, mais malheureusement, ça va remonter à plus loin que ça. J'ai essayé d'employer le terme valeur ajoutée, en fait. Et, alors je sais que c'est galvaudé, ça veut dire beaucoup de choses et rien en même temps, et je vais rebondir justement sur ce qui a été dit. Le smartphone, ça a pris très vite. Alors, vous êtes arrivé en 2012, oui, en 2012, effectivement. Mais moi, j'ai un peu de souvenirs. L'iPhone, c'est 2007. C'est le moment où les smartphones ont pris. Mais le smartphone n'est pas né en 2007. Hein. Tout le monde avait des BlackBerry dans le monde de l'entreprise depuis 2001, 2000-2001. J'ai eu cette chance-là, c'était absolument fantastique. Et Nokia faisait des smartphones entre 2000 et 2007. Alors pas très bien, je ne suis pas certain que l'iPhone, au moment où il est sorti, présentait quelque chose fonctionnellement de mieux. Par contre, il y avait tout ce qu'il fallait d'autre, le design, l'intégration, etc. Un autre exemple qui est plus proche de ces parcours d'usage, parcours intégrés, c'est pas nouveau. Moi, je me souviens de PayPal. Pourquoi PayPal a existé? Parce qu'il y avait eBay. En fait, c'est eBay qui a fait exister PayPal. C'est eBay qui avait présenté quelque chose d'absolument fantastique. C'était la capacité, effectivement, de payer sur Internet, d'avoir un commerce en ligne avec des références produits absolument gigantesques. C'était la recette magique. Donc, c'est ça la valeur ajoutée, en fait, qui a permis le déploiement d'un nouveau... Alors moyen de paiement peut-être pas, mais quelque chose d'innovant dans le domaine du paiement. Et vous voyez, c'est la même chose, je pense, dans les histoires de smartphone. Le smartphone a pris parce qu'il y a quelqu'un qui est venu à un moment avec une proposition qui avait l'équation reine. WeChat, c'est pas nouveau. Ce qu'Alipay fait, c'est copier entre guillemets, puisqu'on est sur Alibaba, Alipay, et c'est né à peu près à la même époque, hein, avec un tout petit peu un décalage dans les années 2000 en Chine, donc c'est pas nouveau non plus. Donc on voit bien que ces choses-là, finalement, c'est peut-être, oui, l'expérience utilisateur, l'écosystème, mais il y a un moment, il y a plutôt une forme de valeur ajoutée par rapport à l'existant. Moi, en fait, aujourd'hui, la question que je me pose et qu'on essaie de se poser, justement, ce qui n'est vraiment pas simple, c'est comment créer les conditions pour qu'on ait ce type d'innovation-là, mais qui prennent réellement. Où on est, encore une fois, peut-être pas une révolution, mais une véritable évolution des comportements, des habitudes. C'est pas quelque chose de très simple. Cyril, d'aussi loin que je me souvienne, quand tu venais présenter Lydia sur scène, c'est en partant des usages au début, des BDE, etc. Je te laisse réagir. Non, bien sûr. En fait, sans usage, il n'y a rien. On fait des stands dans le Mobile World Congress. On a fait beaucoup ça en France. Pendant des années, on a dit l'année prochaine, c'est l'année du paiement mobile. Et on était super contents parce qu'on avait fait des beaux stands avec des belles démos. Et voilà quoi. Et on est toujours là. On fait encore beaucoup de beaux stands avec des belles démos au Mobile World Congress. Ça permet d'avoir des stands relativement chers qu'on ne peut pas se payer parce qu'on n'a pas de clim déjà. Donc bon. Non, mais si on imprimait nous aussi d'abonnés, on aurait de la clim et on aurait un stand de Mobile World Congress. Pour être plus sérieux, je crois qu'on est en train de basculer. Et oui, tout prend du temps dans ces sujets-là parce que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Je vais réutiliser une expression de vieux film que j'avais peut-être déjà utilisé il y a 5 ans, non pas il y a 5 ans, ici. Je ne sais pas si vous avez souvenir de ces vieux films où il y avait toujours un brigand qui arrêtait le carrosse ou la diligence, ou qui disait la bourse ou la vie.
Et la bourse ou la vie, ça veut dire une chose qui est très forte, ça veut dire, à l'exception d'une menace physique concrète sur mon intégrité, je ne donne pas mon argent. Ok, en niveau de priorité, de sensibilité, c'est quand même relativement élevé. Donc on touche à un truc qui est un peu sensible, l'argent des gens. Vous devriez voir les tickets qu'on a au support quand le mec s'est trompé de numéro de téléphone et qu'il a envoyé 2,30 € à un mauvais numéro de téléphone. On a l'impression qu'on lui a arraché un bras. Et encore une fois, c'est légitime. Ce qui est très important, c'est en fait, c'est la masse critique. Tous ces systèmes-là basculent à partir du moment où on a atteint une masse critique. Ce ne sont que des systèmes d'effet de réseau. L'argent est le plus grand effet de réseau du monde. Une pièce de monnaie est sans aucun doute l'objet qui change le plus de mains au cours de sa vie. Et donc, l'effet de réseau est intrinsèque à l'argent. L'argent est un réseau. Il faut juste arriver à avoir la masse critique d'utilisateurs pour que ça bascule. Et on voit bien que, oui, on a encore les chèques, mais en vrai, personne n'utilise les chèques. Ok, c'est devenu marginal. Le cash est en train de suivre le même chemin. Et même si en France, et même si en Allemagne, et même si en Autriche, on en utilise encore beaucoup, ça va devenir le chèque dans pas très longtemps. Et si vous ne le savez pas encore, il va se passer la même chose pour la carte plastique. Et dans pas très longtemps non plus. Pourquoi ? Parce qu'on commence à avoir, justement par les usages, la masse critique d'utilisateurs qui fait basculer tout le monde. Le bon exemple de ça, c'est il y a 4 ans ou 5 ans, on a légiféré pour imposer aux taxis d'avoir une machine à carte. Ok. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans un taxi et demandé s'il prenait la carte. Et c'est tout le temps en panne. Vous avez vu le taux de panne qu'il y a sur les terminaux Ingenico dans les taxis ? C'est absurde. Je ne sais pas ce qui se passe avec Ingenico et les taxis. Ça doit être les vibrations. Ça ne marche pas. Non, mais on peut légiférer tout ce qu'on veut. On s'en fout. Ils s'en foutent. Et ça ne marche pas. C'est en panne. Donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Ok. Les applications avec les VTC. Il n'y a plus de sujet de cash. Il n'y a même plus de sujet de carte. C'est intégré. Ok. Et maintenant G7, qui a fait une appli. G7 Connect. Vous pouvez prendre un taxi dans la rue et c'est prélevé directement sur votre compte, sur votre carte. Ok. Donc le cash est en train de disparaître des taxis, non pas par la volonté des taxis, non pas par la volonté du régulateur, mais parce que les usages changent et les usages de consommation sont de plus en plus électroniques pour avoir de la fluidité, de l'instantanéité. Et bien sûr, chez Lydia, c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis le début, puisque c'est notre ADN même. On n'existe que sur le mobile, que par le mobile. Et je peux dire qu'aujourd'hui, on sent cet effet de réseau très fort. On vient de finir le mois de juin. Au mois de juin, on a acquis, sans faire aucune publicité, on ne fait pas de publicité chez Lydia, 75 000 nouveaux utilisateurs. Ok, ça veut dire plus d'1 million d'utilisateurs dans l'année, parce que ça va continuer de grossir, sachant qu'on aura mis précédemment 4 ans et demi pour avoir le premier million. Et donc, évidemment, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de basculer, la France comme ailleurs. Alors, vision transporteur de fonds. Supprime pas trop vite le cash, il ne va pas savoir quoi faire. Hein. Et établissement de paiement. Tout ça. Juste, ce que je crains, c'est qu'on ait souvent aussi un biais cognitif. C'est-à-dire, si je demandais dans la salle qui parmi vous gagne moins de 1 600 € par mois, je ne suis pas sûr qu'il y aurait grand monde qui va lever la main. Si je vous demande si vous gagnez moins de 3 000 € par mois, peut-être quelques-uns, mais qui n'oseront pas lever la main, mais ça voudra déjà dire que vous faites partie des 30% français les plus riches. Or, les Français les moins riches représentent la grande majorité des Français. Et ces gens-là, avoir une carte bancaire coûte cher. Gérer, alors après, on sait, mais coûte cher. Il y a 8 millions de Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 3 millions de particuliers en difficulté financière, 1 400 000 interdits bancaires. Et ces gens, alors on le voit, pourquoi on le voit ? On le voit indirectement parce que, bêtement, on va alimenter la poste et la caisse d'épargne au début de mois, où les gens vont retirer l'argent du mois et vont vivre en voyant l'argent diminuer physiquement. Alors là, c'est un aspect psychologique. Et ils vont vivre là-dessus. Et ça représente une grande majorité des Français. Alors c'est peut-être psychologiquement lié aux Français, je ne sais pas, là, je n'ai pas d'études européennes. Et après, si on reprend une étude qui a été publiée très récemment de la BRI, octobre 2017, que l'utilisation globalement du cash dans le monde continue à augmenter. Et ce, dans les pays avancés et émergents. Donc, il faut faire attention au biais cognitif. Il y a des grosses masses. Ces grosses masses, on ne les voit pas, parce que c'est très difficile de mesurer l'usage du cash. Et en France, on a aussi un autre biais cognitif qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Le cash, c'est le black. On vient d'en avoir un exemple.
est-ce qu'il y a plus de criminalité en Allemagne? Donc, il y a plein de biais cognitifs que nous avons, en plus en particularité en France, il faut faire attention. Donc, dire que l'évolution, ça va évoluer, certainement, il faut juste faire attention. Il y a un autre aspect qui peut toucher, dans ce cas-là, non plus la population les plus pauvres, mais les millennials, ou tous ceux qui sont beaucoup plus concentrés sur la liberté, les Anonymous. J'aurais dû venir avec mon t-shirt Anonymous, d'ailleurs. Ça aurait été... Je viens d'y penser, c'est dommage. Mais le cash, c'est no tracking, no hacking. Et pas seulement dans la vision. Aujourd'hui, si vous faites 10 j'aime, ben déjà, Facebook vous connaît plus que vos collègues. Si vous faites 100 j'aime, Facebook vous connaît mieux que votre famille. Et si vous faites 200 j'aime, ben, ils vous connaissent mieux que votre conjoint. Donc, c'est de la data. En fait, le paiement n'est pas seulement un usage, c'est de la data. Et les banques vous connaissent aussi. La data qui est disponible sur les banques est une data aussi extrêmement importante. Donc si vous regardez, alors là c'est une autre étude du MIT. Alors l'histoire des gemmes, ça vient de Stanford. Alors pour être sympa, j'ai pris le MIT. En fait, le MIT, avec des utilisateurs de carte bleue, mais traités de manière anonyme, avec 15 opérations, on est capable de vous géolocaliser, de vous identifier. Même si c'est anonyme, on sait votre nom. Donc ça aussi, c'est un élément. Ça peut être aussi un autre mouvement qui viendra. Donc il y a en effet des aspects psychologiques, il y a des aspects techniques, il y a des aspects matériels qui font que ce n'est pas aussi évident que cela, que ça bascule. Plus l'effet résilience. Si vous avez un système, je ne sais pas, on peut parler de la Chypre, on peut parler de la Grèce, on peut parler de Saint-Barth. À Saint-Barth, on le connaît bien, parce que si Brinks n'avait pas été présent avec du cash, l'économie s'arrêtait totalement. Parce qu'il n'y a plus aucun système bancaire qui fonctionnait et les antennes, elles étaient mortes. Donc il y a tous ces aspects qui font que plus on va aller vers une société dématérialisée, qu'elle arrive ou pas, il n'y a pas de souhait ou pas, mais plus elle va arriver, plus on va être fragile, plus on va être exposé, et plus, sans parler du hacking, sans parler des problèmes théoriques, plus on va être exposé, plus on va être fragile. Et je pense qu'il faut ne pas oublier ce biais important que nous avons. Nous sommes un petit groupe, nous sommes favorisés, mais nous ne sommes qu'une toute petite fraction de la société française. Erwan, tu voulais réagir? Bah oui, parce qu'on voit bien deux vues qui sont quand même du coup assez différentes. Et donc en effet, les espèces, comme ça a été présenté ça aussi, et par rapport à la Banque de France, ça reste un moyen d'inclusion sociale. Et à ce titre-là, par exemple, il y a des sociétés françaises comme les grands facturiers qui ont l'obligation d'accepter le paiement en espèces. Du fait de 70% des personnes en France aujourd'hui qui utilisent beaucoup les espèces. Et l'idée, donc, en effet, c'est que, et ça a déjà été dit, les habitudes ont la vie dure. Et donc, pour 70% des Français, en effet, le mois se gère avec le cash que j'ai récupéré de début de mois, et puis je gère, et puis je vois partir une pièce de 2 € ou un billet de 50 €, je le vois en effet. Et donc l'idée, c'est de potentiellement, et c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire justement par rapport à ces deux vues, c'est de les réconcilier. C'est-à-dire, il est possible aujourd'hui, en tout cas au moins avec le service qu'on déploie et qui est déjà utilisé depuis 2 ans chez TSI, qui s'appelle Yes by Cash, de pouvoir payer en espèces sur Internet. Donc on donne un contrôle et on respecte une habitude de sécurité. Les gens, les 70% des gens, on a tous une belle-mère ou une grand-mère qui nous demande de faire sa commande sur Internet pour elle. Donc il y a encore des aspects sécurité qui ne sont pas passés dans toute la population. Et j'ai envie de dire, le niveau de sécurité, ou en tout cas la perception d'insécurité ne s'améliore pas aujourd'hui. La multiplication des moyens de paiement digitaux n'a pas tendance à rassurer les utilisateurs par rapport à ces moyens digitaux. Ça a plutôt tendance à les rendre encore un petit peu plus insécures. Et donc, non sécurisés. Et on le voit bien notamment sur, en effet, notamment, peut-être vous regardez PayPal. Au départ, PayPal, chez qui j'ai travaillé au tout début justement, apportait une solution qui apportait de la sécurité. C'était ne partagez pas votre carte, inscrivez-vous une fois chez PayPal, et puis tout se passera bien derrière. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la part de paiement PayPal, par exemple, aujourd'hui, qui est devenu un moyen de paiement traditionnel, entre guillemets, d'Internet, plafonne à 10-15% de part de paiement en France. Il n'a pas progressé significativement depuis beaucoup d'années. Juste pour alimenter dans les deux cas, et là c'était la partie PayPal,
sur la partie paiement, aujourd'hui, 70% des actes de paiement, alors bien sûr, ça inclut la baguette, d'accord, du matin, mais 70% des actes de paiement en France aujourd'hui sont encore faits en espèces. Donc les habitudes dans la vie dure. L'idée, donc, c'est en effet d'accompagner en France le paiement espèce sur Internet, et le fait d'orchestrer ce paiement-là restera un moyen de paiement alternatif. En France, c'est le grand pays de la carte. Comme d'ailleurs le UK, qui a très 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 vite adopté le contactless. Et pourtant, on constate dans les études qu'en UK, le paiement cash progresse, que dans les pays occidentaux, en effet, il y a une croissance de 0,7%, donc c'est stable, mais dans les pays de l'Est, ça augmente d'à peu près 3 à 4%. Donc on voit bien que l'idée, c'est pas d'accompagner ce changement et de finalement faciliter l'accès à 70% des Français à finalement l'économie digitale par rapport aux moyens de paiement qu'ils utilisent. Aujourd'hui, le cash est en effet universel. Il faut, et l'initiative qu'on prend, en tout cas chez TSI, c'est bien de se dire, rendons finalement le vrai billet digital d'une certaine manière en pouvant l'orchestrer sur un paiement Internet. Ce qui est compatible avec l'habitude des gens, mais aussi compatible avec potentiellement d'ailleurs le fait, pourquoi pas, de créditer un compte de monnaie électronique ou un compte de paiement B2C, type Lydia, dans le cadre d'un écosystème où je gagne de la valeur, où je m'y retrouve. Par exemple, pourquoi je ne créditerais pas mon compte au départ pour que mon retailer favori puisse me donner un cashback. Ça, je suis capable de prendre le pli, de me dire, moi, j'ai 500 € par mois à dépenser, et je ne peux dépenser que 500 €, et je vais potentiellement utiliser 500 € et je vais voir les billets, je vais créditer mon compte avec, ou directement, je vais aller payer chez le retailer avec ce moyen de paiement-là. Donc, on accompagne ce changement, le cash, il est là, il y a une transformation relative de fond, en effet, pour que le cash, petit à petit, diminue, mais les habitudes dans la vie dure, il y a des problèmes encore de sécurité, et il n'y a pas potentiellement encore aujourd'hui suffisamment d'avantages à ce que j'ai un wallet, mais plutôt que j'en ai 3 ou 4, ou 5. Et c'est là que ça devient compliqué. En Chine, il y avait 2 solutions principales, et en effet, ils sont passés de quelques millions à 800 millions d'utilisateurs, mais il y avait en effet tous les services dedans. Et donc là, les gens n'étaient pas bancarisés. Donc en France, c'est soit on est bancarisé, digital, citadin, et là, globalement, on va lier son compte bancaire à son compte Lydia ou des solutions équivalentes. Mais si je suis en province et que je gère ma vie et mon budget en cash, là, je me retrouve dans une situation où Internet me fait peur et j'aimerais bien en profiter pourtant parce que je vois les pubs de e-commerce à la télé. Donc je suis content de pouvoir aller sur ces discounts et payer en espèces. Je vais t'interrompre parce qu'en fait, là, je viens d'avoir une super idée d'un film pour cette matinée où je vais juste avoir un plan serré sur Cyril. Et je vais laisser vos paroles juste après, parce que là, j'ai assisté à des couleurs d'arc-en-ciel assez sympathiques. Peux-tu nous résumer l'état de ta pensée? Parce qu'il y a eu différents niveaux sur ton visage. Non, mais je suis évidemment assez d'accord avec tous ces constats qui ont été faits. Oui, il y a des gens qui sont non bancarisés. Oui, il y a des gens qui sont interdits bancaires. Oui, tout ça. Mais pas que. C'est pas que ces gens-là. Oui, il y a des gens qui ont peu de moyens et qui préfèrent dépenser en espèces. Néanmoins, il y a des gens qui préfèrent faire des chèques aussi, quoi. Donc, si on part de là, on va rester exactement où on est et on ne fait rien. La question j'entends souvent ces arguments pour le cash. Oui, mais ça aide pour le côté social. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le pays où on est au max du social, c'est les pays d'Europe du Nord. Il n'y a pas de cash. D'accord, donc oui, on peut faire la manche sans cash. C'est pas le principal avantage. C'est pas le social, c'est l'habitude. Non mais on le sait, le cash il est toujours là. Le chèque aussi. Non mais si on part du principe que les habitudes dans la vie dure, alors on ne fait rien. Enfin, il y a rien qui change. On peut pas faire ça. Non, puisque vous êtes là. C'est bien l'accompagnement du changement qui joue. C'est bien ça. C'est orchestrer ce changement. Je pense que l'idée est différente. Je pense que l'idée, c'est d'offrir différentes choses. En effet, on a besoin, sans doute, de payer. Si je prends Uber, je paye avec le système Uber. Et en fait, d'offrir. Je donne un contre-exemple. Il y a pas longtemps, vous y étiez peut-être, il y avait un concert de Wheel of Green avec Björk et Berk. Et pas Björk, non, Beck. Et pardon. Et en fait, ils avaient tout axé sur le cashless. Il y avait un énorme truc pour rentrer, c'était cashless. Donc pour rentrer, il fallait, non que ce soit cashless, mais il fallait prendre l'appli. Et ça a créé quelque chose de monstrueux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas offert le choix aux gens. Vous disiez tous êtes cashless. Et les gens n'avaient pas l'appli.
Alors ils essayaient de dire, bon, je vais télécharger l'appli, très bien. Et sauf que le réseau passait pas. Donc ça a été une catastrophe. Les gens n'ont rien consommé derrière parce que c'était donc forcer ou dire il faut absolument aller vers est une erreur évidente. Dire qu'il faut que du cash et rester sur le cash, c'est pas du tout la position, puisque justement, on va élargir notre agrément pour aller vers des services assez proches de ce TSI. Donc, en joignant la logistique, etc., c'est de joindre les mondes. C'est-à-dire qu'on a besoin de paiement par carte ou par téléphone, c'est utile, oui. Enfin, pour moi, d'ailleurs, le téléphone bouffera plus la carte que l'inverse, mais que le cash. Mais on parle des habitudes, on l'a vu, on a beaucoup répété ça sur le paiement sans contact, on pourrait y revenir, mais ça y est, maintenant, on commence à avoir une masse critique sur les paiements sans contact de petits montants, alors que pendant des années, on a ramé, enfin, on pourra peut-être y revenir. Et aussi dans les différents usages. J'avais une question pour toi, Alexandre, c'est que j'ai un peu sursauté quand tout à l'heure Marc nous donnait tous les avantages de l'anonymat avec le cash. Quand on voit le nombre effectivement pas de contraintes, je ne vais pas le dire comme ça, mais de demandes sympathiques que l'on peut avoir sur le suivi de tous les nouveaux moyens de paiement électroniques, jusqu'au texte de décret dont on a beaucoup parlé ici il y a 18 mois quand c'était encore M. Sapin, qui pour avoir une carte prépayée et mettre juste 100 € dessus, effectivement c'est comme ouvrir un compte bancaire quasiment, alors qu'en cash je fais que je veux avec mes cheveux, comme tu expliquais très bien il y a quelques minutes. Est-ce que des fois on ne mettrait pas trop de contraintes sur ces nouveaux moyens de paiement qui finalement viennent parfois remplacer un moyen de paiement universel, facile et très anonyme, comme tu nous le disais, qui est le cash, et qu'effectivement il donne un avantage non négligeable, parce que je n'ai pas ces contraintes-là. Non, je pense que le cash a aussi des contraintes. D'ailleurs, il y a un abaissement régulier des capacités à payer en cash entre professionnels ou vis-à-vis des administrations. Je crois que le niveau maintenant auquel on peut payer s'adresse du coup à une partie de plus en plus faible de la population, mais qui existe. Ça, c'est un point qui est très important à souligner. Donc non, les contraintes existent pour tout le monde. Et j'ai deux remarques par rapport à ce qui a été dit, parce que je trouve le débat très intéressant. Le premier point, c'est les aspects de confiance et de sécurité. Alors évidemment, ça, c'est quelque chose qui nous va bien en tant que banque centrale. Et je crois que qu'on parle de cash ou qu'on parle d'autre chose, des moyens de paiement innovants d'hier, la carte, ou innovants d'aujourd'hui, des solutions comme Lydia ou autres, ou d'entre les deux, PayPal, et de demain à venir, la confiance, la sécurité seront des éléments absolument fondamentaux pour faire en sorte que ça puisse réussir, ces moyens de paiement, ou continuer en tout cas pour ceux qui sont encore là. Le deuxième point que je vois, c'est que, je l'ai dit en introduction, mais c'est pour moi fondamental, et je disais effectivement la même chose il y a à peu près 5 ans aussi. Non, mais c'est important. À la constance quand même chez un régulateur. Chez un régulateur, voilà. Heureusement que je dis à peu près la même chose à peu près tout le temps, donc c'est plutôt une bonne chose pour tout le monde. Toujours avec le sourire. Et toujours avec le sourire. Et en toute ouverture, il faut accompagner en fait ces mouvements-là. Moi, je pense qu'il faut créer les conditions et qu'il faut encadrer. Mais quand je dis encadrer, c'est pas limiter, c'est pas empêcher d'innover, c'est pas empêcher les acteurs de la filière cash d'exister et de faire leur travail comme le font très très bien, et en servant pas seulement socialement, je dirais, le public, mais aussi en apportant réellement de la valeur, de la même chose, enfin de la même manière, dans les domaines un peu plus récents, un peu plus innovants. Il faut accompagner les différents acteurs. On a aujourd'hui un cadre qui est à la fois réglementaire, mais qui est également un cadre d'entraînement, je dirais, des uns et des autres. Donc on doit jouer intelligemment là-dessus, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la réglementation. C'est pour ça que je rebondis sur cet aspect-là, sur la lutte anti-blanchiment, sur la sécurité en tant que telle. On a plein de choses là à faire et on est en train de les faire, c'est très bien. Il ne faut pas que cette réglementation devienne trop complexe. Je le dis parce que nous en sommes des acteurs en tant que banque centrale. On est aujourd'hui, je pense, dans quelque chose qui doit être stabilisé. Il nous faut quelques années de visibilité. Ça, c'est un appel du pied très fort vers le législateur en règle générale, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen. Il nous faut de la stabilité. Il ne faut pas une DSP3 l'an prochain. Non, surtout pas. Je dis très clairement, il ne faut pas une DSP3 l'an prochain. Il faut vraiment attendre cette DSP3. Moi, j'aimerais bien, si elles viennent, c'est en 2025 et encore. Mais d'ici là, il faut vraiment... du recul. Il faut du recul. Il faut stabiliser. Il faut expliquer. Il faut accompagner. Et ça, on a mis plein de choses en place par rapport à ça. C'est-à-dire que les régulateurs ont bougé aussi entre-temps. Nous avons aujourd'hui, avec la CPR, donc superviseur et banque centrale, nous avons un pôle commun qui permet réellement de parler, aussi avec l'autorité des marchés financiers,
à l'ensemble des acteurs. Nous avons une vision proportionnée de la régulation, donc de l'encadrement des acteurs. Nous avons des modes de dérogation, d'exemption qui existent. Donc tout est fait pour aller un peu plus vite, tout est fait pour aller de manière un peu plus souple, un peu plus flexible avec les uns et les autres, de leur permettre de démarrer et avec peut-être moins de contraintes, justement. Et puis, à partir du moment où ça devient la masse critique, ça dépend peut-être où on met la barre, mais en tout cas, une forme de masse critique, là, on devient un peu plus sérieux et c'est tout à fait logique et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc voilà, il faut, je pense, se mettre dans cette logique-là. Et on a quelques instances de place, je mentionnais au départ, qui peuvent aider dans un dialogue, là, cette fois-ci vraiment informel, avec les parties prenantes qui peuvent aider à faire ce genre de choses. Moi je prends juste un petit exemple qui n'est pas l'exemple cashless, mais qui m'occupe pas mal ces temps-ci, qui est sur la DSP2, qui est sur l'introduction de ces acteurs tiers qui viennent accéder aux comptes de paiement. C'est quand même là, quelque part, une évolution assez forte. Ce n'est pas tout à fait l'objet ici de la table ronde. Mais le type d'instance que l'on a mis en place, on s'est aperçu assez rapidement que malgré les postures, malgré les souhaits des uns et des autres, de parler à leurs adversaires, je dis vraiment d'un côté comme de l'autre de la barrière, ces choses-là ne se sont pas faites. Et qu'il a fallu qu'on utilise le truchement de ce type d'entité pour permettre ce dialogue-là. J'espère qu'on atterrira sur quelque chose de positif pour les uns et les autres, mais voilà ce à quoi ça peut servir. Et quand on parle de cashless society, je pense qu'on n'est pas en opposition non plus entre d'un côté le cash, la vieille Europe ou le vieux monde, et puis tous les moyens de paiement innovants. Je crois qu'on n'est pas du tout sur ce type de dichotomie. Oussem, tu travailles, je crois, avec Déjà Mobile, avec des émetteurs de différents pays européens. Est-ce que tu vois des différences de réaction et d'approche, ou c'est à peu près le même genre de débat auquel tu peux participer dans ces différentes instances? Oui, on retrouve un peu des débats similaires, par exemple, entre ce qui se passe en UK et en France, deux pays fortement bancarisés, où les paiements électroniques sont là depuis longtemps, où l'usage de la carte est très développé. Donc on tombe, je dirais, entre guillemets, dans le même piège, où on reste très longtemps dans la phase 1, que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, à savoir une réflexion autour de la dématérialisation. D'accord ? Et je reviens à mon dada sur les usages, parce que je vais m'éloigner un tout petit peu de l'Europe. Je vais aller 2 minutes en Afrique et je vais revenir en Europe après, en UK. Alors, pourquoi je veux aller en Afrique ? C'est pour reparler d'une société où le cash est très présent. La plupart des pays africains sont peu bancarisés. Et pourtant, où des services le paiement mobile s'est développé en Afrique très vite. Comme vous le savez, on a suffisamment parlé d'Orange Money et autres ici. Pourquoi ? Parce qu'on a résolu des problèmes réels, encore une fois. On a apporté une valeur d'usage. Quand vous devez transporter des quantités de cash dans un bus pour aller le remettre à votre famille dans un village, c'est un risque énorme que vous prenez. Quand vous pouvez le faire aujourd'hui dans une société qui reste très orientée cash, pour plein de raisons. C'est pour ça qu'on n'est pas en Afrique. Non, mais ce que je veux dire, oui, non, mais par contre, vous avez à peu près 10 ans de retard, parce que ce qu'on fait, sans agressivité, ce que je veux dire, c'est ce qui s'est passé, c'est que le paiement électronique, poussé essentiellement par les opérateurs mobiles, mais pas seulement, a justement répondu à des besoins et a apporté une valeur d'usage. Donc c'est pas un débat cash contre paiement électronique, c'est un débat comment le cashless, dans ce cas-là, peut aider des gens qui sont faiblement bancarisés, qui ont toujours des paquets de cash chez eux, à prendre moins de risques, à ne pas faire la queue pendant 3 heures pour payer la facture d'électricité, etc. Maintenant, je reviens pour répondre à ta question. Par exemple, si je prends le cas du UK, où il y a une spécificité, c'est que c'est un marché où le prepaid est très développé pour plein d'usages. Ça passe par des cartes beaucoup aujourd'hui, mais j'ai pris tout à l'heure l'exemple de la carte cadeau très rapidement, je vais le développer un tout petit peu. Encore une fois, là, on a des clients dans ce domaine-là qui reprennent complètement l'expérience client. Ils ne vont pas simplement se contenter de dire « aujourd'hui j'ai une carte plastique », qui est en réalité un produit marque blanche, peu importe, Mastercard, Visa, ce qu'on veut, et j'ai la capacité, parce qu'il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, de le dématérialiser dans une app. OK, ça, on sait faire. Mais ça ne suffit pas. La vraie réflexion, c'est comment faire en sorte que cette expérience qui consiste à dire « tiens, ça serait sympa que mon neveu reçoive à 8h du matin, ou peut-être à 10h, peu importe, le jour de son anniversaire, un WhatsApp qui lui dit « bon anniversaire, voilà le lien pour télécharger ta carte cadeau » et pouvoir l'utiliser tout de suite, que cette expérience-là soit une réalité. Voyez. Et c'est pas quand on regarde des choses comme ça, le débat n'est plus est-ce que je veux faire disparaître les cartes, c'est comment je veux intégrer le paiement, parce qu'à un moment donné, il faut bien payer pour profiter de cette carte cadeau. Comment je peux transformer cet acte-là en acte, je dirais, naturel, simple, tout en restant sécurisé, conforme à la réglementation, bien sûr, et tout ça. Voilà. Donc le débat, il est en train, à mon sens, de ce qu'on voit, mais pas globalement, de certains acteurs, à se déplacer vers ça. De toute façon, pour ne pas rester juste dans des positions caricaturales, Marc, si je t'ai invité, c'est aussi parce que même si tu es un acteur fondamentalement cash, s'il n'y a plus de cash, tu vas être un peu embêté avec tous tes camions. Avec ton autre casquette, justement, tu essayes toi aussi de digitaliser ton propre métier
Peut-être peux-tu expliquer, parce qu'honnêtement, c'était pour moi une découverte ce que vous faisiez avec la Banque de France et avec les banques avec lesquelles vous travaillez. Donc, en quelques mots. Ce qu'on a mis au point dans l'établissement de paiement, ça peut paraître bizarre. C'est-à-dire qu'il y a un gros flux de cash. Hein, comme vous avez vu, les flux sont assez colossaux. Et en fait, dans le processus, jusqu'à présent, c'était un processus assez lourd et qui nous nécessitait pour nous un traitement banque par banque dans des chaînes de traitement, de logistique. Et transporter le cash chaque jour, en fait. Voilà, chaque jour, on va ramasser du cash chez les clients et les retailers, on le compte, on le conditionne pour le mettre selon les normes de la Banque de France, on l'emmène en Banque de France, on retire des billets neufs, on fait le système inverse et on va livrer. Donc il y a un système qui tourne sur 24 heures comme ça en circuit fermé, qui est assez lourd, et en plus traitement banque par banque avec des normes à remplir, ce qui fait qu'on a des stocks assez gigantesques dans nos centres forts répartis sur toute la France. Donc c'est des volumes extrêmement importants et extrêmement lourds à gérer. Sachant que la Banque de France a fermé la moitié de ses comptoirs en France, on l'aura fermé d'ici 2020, et que ce n'est peut-être pas fini, que les normes ont changé du fait de l'industrialisation. Bon, il y a un vrai problème. Et donc l'idée a été d'anticiper un peu tout ça en créant un établissement de paiement qui va s'insérer dans le processus en fait, de traitement du cash physique. En fait, j'ouvre un guichet de banque à l'intérieur des centres forts, je prends possession des fonds, et dans ma relation client, qui sont les banques, je digitalise ma relation, et ça se terminera pour eux par un virement. Et donc, après, la relation pour la banque, au lieu d'avoir de suivre en fait, de la matière, c'est assez marrant, parce que les banques suivent de la matière. Elles suivent, ça vient de ce point-là, ça arrive à ce point-là, c'est toujours la même, il y en a toujours autant. Après, il y a un stock qui est chez le transporteur de fonds, après, c'est déposé en Banque de France, je fais des rapprochements. Donc, suivi matière. À partir d'un moment, ça s'arrête et ça devient, tiens, j'ai un virement, total entrée moins total sortie égale virement. Donc ça, c'est la base d'aujourd'hui, ce qui fait... Toi aussi, tu digitalises un peu le cash. Donc on digitalise totalement le cash. Et donc l'idée, c'est en fait d'utiliser après cette même capacité à digitaliser le cash pour s'introduire dans un processus de paiement, en effet, selon un modèle que vous avez décrit, et qui est celui de TIO aux États-Unis, qui a été racheté par PayPal, justement. Tout à fait. C'est principalement, globalement, et d'ailleurs, on a du crossover. Hein. Sans le savoir, en fait, on discute en collaboration sur un ou deux projets, en tout cas pas nous deux directement, mais les équipes parlent entre elles. Où en effet, il faut imaginer que finalement, sur ce dispositif où le cash existe, c'est à peu près 200 milliards, je crois, par an. Voilà, et vous traitez 100 milliards, je crois, si mes chiffres sont à peu près bons. Un peu plus. Donc, voilà, un peu plus de 50% de part de marché. C'est de brancher finalement toutes les API et la flexibilité des API du e-commerce sur cette capacité finalement à ce que la valeur circule. Et aujourd'hui, les 200 milliards, il y a 200 milliards en cash, il y a 500 milliards en paiement CB en France. Donc voilà, donc vous voyez que c'est quand même significatif. L'idée, encore une fois, c'est de rendre compatible cet échange de valeur entre particuliers et professionnels ou entre particuliers entre eux, avec finalement des habitudes qui sont là. Plus les systèmes digitaux, on va se sentir sécurisé à son utilisation, et plus j'aurai évidemment une capacité à bénéficier de ce service, c'est-à-dire à justifier le fait qu'en effet, je fais un onboarding en ligne, je donne ma pièce d'identité, je m'enregistre complètement, donc je rends traçable l'ensemble de l'utilisation que je peux en avoir. Je ferai ça si j'ai suffisamment d'avantages à le faire. En attendant, pour aller acheter ma baguette, évidemment, je ne vais pas donner ma pièce d'identité. Donc il y a bien une gradation sur la capacité à orchestrer, ou en tout cas à utiliser le moyen de paiement que j'ai dans la poche, et je vais garder toujours mes 10-15 € pour aller acheter ma baguette. Par contre, si j'ai des points de fidélité, du gratuit, que je peux facilement envoyer de l'argent à ma famille, par exemple, ou à mes amis sur un week-end où on a partagé les frais, je le ferai. J'y vois un avantage, une valeur d'usage. Donc, TSI fait aussi d'ailleurs du néo-banking en marque blanche, justement pour les communautés d'usage. Donc, c'est un peu du Lydia en marque blanche. On est tout petit, on commence. Et quand il y a une valeur d'usage digitale, évidemment, elle est là, et tous les retailers créent leur propre wallet, clairement, parce qu'ils ont leur écosystème. Hein, il faut arrêter avec ça. Vraiment, il faut arrêter avec ça. Et ça devient insupportable. Il faut arrêter d'emmerder les gens. Là, vraiment, je suis obligé arrêter d'emmerder les gens par rapport à quoi? Trop de wallets. Non, avec les wallets des. Mais justement, c'est pour ça qu'on ne crée pas de marque. Non, je parlais pas de TSI, je parle des marchands. Là, les marchand, oui. Les marchand wallets, il faut arrêter. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui veulent faire des marchand wallets. Il faut arrêter avec ça. Okay, il faut arrêter avec ça. Non, je vais vous dire pourquoi il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter, mais d'un autre côté, il se bagarre. Business, là, non, pas du tout. Mais il se bagarre aussi contre les wallets à usage, enfin, en tout cas, à vocation universelle. Oui, mais enfin, à la fin, c'est le client qui se retrouve complètement face. Mais à la fin, est-ce que c'est une idée que dans mon téléphone, j'ai 78 apps dans laquelle j'ai rentré 78 fois ma carte bancaire et que quand elle expire, je vais la changer 78 tous que c'est ridicule, mais beaucoup de gens le font quand même. Mais
Oui, mais only so long. Enfin, ça va durer ce que ça va durer. On aura dépensé de l'argent pour rien. Ce sera aussi fatigant que d'avoir un tas de portefeuilles avec plein de cartes bancaires plastiques. Non, Justement, pour finir quand même sur le sujet, parce que malheureusement, il va falloir qu'on s'arrête. Mais comme vous restez tous au déjeuner, vous pourrez continuer les questions-réponses après. Une petite dernière question pour toi, Cyril. Je suis allé, alors, je pensais bien connaître Lydia, et je me suis dit quand même, il vient, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu, je vais vérifier ce que tu fais. Et tu es en train de je ne savais plus si c'était Lydia, Curve, Banking, j'ai l'impression qu'il y a toutes les applis dedans, sauf j'en ai pas trouvé une justement. En thème avec le thème de ce matin, N26, ils ont fait des accords avec des points de vente en Allemagne pour pouvoir déposer du cash et le recevoir. Je me suis dit, tiens, il a pris toutes les fonctions, là, si j'ai bien compris, tu les as toutes, mais pas celle-là. Toi, tu n'as pas vraiment envie qu'on puisse déposer du cash pour l'instant dans le circuit Lydia. Non, et c'est une volonté claire, on ne fera jamais ça. Je voulais avoir la réponse. C'est pour une raison claire, c'est que on construit le système de paiement pour demain, et porté principalement par les millennials, puisque 80% de nos utilisateurs ont entre 18 et 30 ans, et non, ils n'ont pas 15 € dans la poche, jamais. Ni 12, ni 8, ni 16, rien. Ils n'ont pas de cash. Et en fait, aller au distributeur est une punition. Il faut savoir, ils détestent ça. Moi aussi, d'ailleurs, mais c'est parce que je suis j'ai un biais. Mais au-delà de ça, on ne construit pas un système de demain en se disant, tiens, super, on va faire en sorte de maintenir à flot le système d'hier. Ok, donc on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de cash. Et on croit, que c'est le centre de l'histoire, on croit que personne n'aime le cash, même s'il y a des gens qui en ont besoin. Non, même s'il y en a des gens qui en ont besoin. J'aime le cash. J'aime. Non, mais on croit que... Enfin, mon rêve, c'est Picsou. Non, mais... Nager dans Je veux pas imaginer qu'il y a quelqu'un qui prend du plaisir à aller au distributeur. J'ai pas l'impression à part les camions Brinks, je peux pas imaginer qu'il y ait des gens qui aiment compter des pièces avec plein de germes dessus, ils les mettent dans des pots, je sais pas. Enfin, c'est comme les relations physiques, il y en a qui préfèrent le dématérialiser. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc nous, on est plutôt Là, je crois qu'on ne pourra pas aller plus loin, il va falloir qu'on s'arrête. Là, il va falloir s'arrêter parce qu'il y a le champagne qui va réchauffer. Là. Un grand merci, messieurs, vous pouvez les applaudir.